L'incident mystérieux dont il est question ici a commencé il y a 4 décennies. En 1984, un malheur est survenu à une jeune femme qui venait tout juste d'atteindre sa majorité. Les efforts pour élucider cette affaire sont devenus l'une des enquêtes les plus vastes de l'histoire de l'État, mais n'ont pas apporté de résultats rapides. La situation est devenue encore plus inquiétante lorsque, seulement 1 an et demi plus tard, une camarade de classe a connu un sort similaire. Il a fallu près de 35 ans avant que l'on parvienne à faire la lumière sur ce mystère. Dans l'État du Wisconsin, dans le comté d'Ozaukee, se trouve le village de Saukville. Au milieu des années 80, environ 3500 personnes y vivaient. À proximité se trouvait la plus grande ville de Port Washington et le pittoresque lac Michigan, l'un des fameux grands lacs d'Amérique du Nord. En 1984, la famille de Judith et Robert Lübke vivait à Saukville. 2 filles vivaient avec eux dans la maison familiale. La plus jeune, Jenny, et sa demi-sœur, Tracy Hammerberg. Le 14 décembre, un vendredi, Tracy travaillait comme babysitter chez les voisins. Elle s'occupait des petits de 19h20 à 21h45. On lui a demandé de revenir le lendemain matin à 7h30. Après avoir dit au revoir aux voisins, la jeune femme s'est dirigée vers le magasin S&S Foods, situé à l'intersection de West Decorah Road et Tower Street. Là, Tracy a rencontré des amis et le groupe s'est rendu à la Quetz Tavern dans la ville voisine de Port Washington. À la taverne, Tracy a acheté un pack de 6 bières et a informé le barman qu'ils allaient à une fête. C'est ce qu'ils ont fait, et ils sont partis dans un autre bar sur South Garfield Avenue. Dans le nouveau bar, le groupe s'est amusé à des jeux à boire et à essayer des cigarettes aux propriétés inhabituelles. Vers minuit, le frère de l'ami de Tracy les a rejoints, venant tout juste de terminer son travail. Le frère d'une amie est venu au bar pour ramener sa sœur à la maison. Ils ont proposé à Tracy de les accompagner, car ils habitaient à proximité, mais elle a décidé de rester et de continuer à faire la fête avec ses amis. Cette décision allait s'avérer fatale pour Tracy Hammerberg et causer beaucoup de chagrin à ses proches. Environ 30 minutes après le départ de son ami, vers 23h30, Tracy a quitté le bar et a commencé à rentrer chez elle à pied. Elle devait parcourir près de 6 km, principalement le long de la route nationale numéro 33, entre Port Washington et Saukville. Pour la jeune femme, une telle promenade nocturne n'avait rien d'inhabituel. Elle marchait souvent à pied entre ces petites villes. Il arrivait que Tracy fasse du stop ou accepte des propositions de covoiturage de connaissances. Tôt le matin, peu après 5 heures, un habitant de Grafton a quitté sa maison située dans une zone boisée pour aller travailler. En descendant l'allée, l'homme a remarqué une jeune femme allongée sur le sol qui avait l'air en très mauvais état. Tôt le matin, à 6h27, un homme a contacté le bureau du shérif pour signaler un incident inquiétant près de sa maison. Après l'appel, il est retourné sur le lieu de la découverte et y est resté jusqu'à l'arrivée des autorités. Lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés, ils ont constaté qu'aucune aide n'était plus nécessaire. Les agents de patrouille ont remarqué que les vêtements de la jeune fille étaient en désordre et que certains objets étaient éparpillés à côté. Des traces de l'incident étaient visibles dans la neige et sur les arbres environnants. Un paquet ouvert de cigarettes Marlboro a été trouvé près du lieu du crime, probablement laissé par une personne non impliquée. En interrogeant les résidents locaux, les enquêteurs ont trouvé un chasseur qui a rapporté des détails importants. Il a déclaré que vers 5h45 du matin, alors qu'il récupérait son équipement devant une maison sur Maple Road à Grafton, il a d'abord entendu un bruit, puis vu une berline de taille moyenne et de couleur sombre. Le véhicule est sorti rapidement de l'allée voisine avec ses phares éteints, a tourné et s'est élancé à grande vitesse vers le nord sur Maple Road. À peu près au même moment, un autre chasseur se trouvait dans les bois près du lieu du crime.
Le témoin a également entendu des pneus crisser et a remarqué le même véhicule avec ses feux éteints. Pendant que les témoins oculaires étaient interrogés, l'identité de la victime a pu être établie. Il s'agissait de Tracy Hammerberg. L'examen médical a révélé que Tracy avait été soumise à des actes intimes non consentis et qu'on avait tenté d'entraver sa respiration. De plus, des traces de coups multiples avec un objet inconnu ont été découvertes sur le côté droit de sa tête, entraînant de graves blessures. C'était la cause de l'issue tragique. Au début, on a supposé que l'arme du crime pouvait être n'importe quel objet, d'un bâton trouvé par hasard à des équipements sportifs. Plus tard, il s'est avéré qu'il était en métal. Les enquêteurs ont trouvé une quantité importante de matériel biologique masculin et ont déterminé que l'issue malheureuse s'était produite peu après le contact. Ce matériel, ainsi que des particules de peau sous les ongles de Tracy, ont été conservés de manière spéciale pour permettre un examen ultérieur même après une longue période. La méthode d'analyse ADN a été créée précisément en 1984, l'année où l'incident avec Hammerberg s'est produit, mais les enquêteurs ne pouvaient pas encore l'utiliser. Ils ont donc dû exclure les suspects sur la base du groupe sanguin. Les experts ont collecté des échantillons de personnes potentiellement impliquées, y compris les amis de Tracy avec qui elle avait passé la soirée précédente, ainsi qu'une personne qu'il avait remarquée dans un état préoccupant près de son domicile. Le beau-père de Tracy, Robert Lübke, a également été vérifié. L'homme a exprimé son mécontentement à ce sujet et a exhorté la police à ne pas perdre de temps et à chercher plutôt le véritable coupable. Le sang du petit ami de Tracy, qui venait de terminer ses études et avait déménagé dans le Dakota du Nord, a également été examiné. Le jeune couple entretenait une relation à distance. Tracy portait la bague qu'il lui avait offerte et prévoyait de le rejoindre. Selon ses proches, Tracy avait récemment rencontré des difficultés. Elle avait quitté la maison plusieurs fois sans permission et ne se comportait pas toujours de manière exemplaire. Cependant, ces derniers temps, il semblait qu'elle avait décidé de changer sa vie pour le mieux et de prendre un chemin positif. Au laboratoire, les experts ont examiné les traces biologiques laissées par l'agresseur. Il s'est avéré qu'il avait un groupe sanguin inhabituel, O négatif. Parmi les suspects initiaux, personne n'avait ce groupe sanguin. Les enquêteurs ont alors élargi le cercle des personnes à vérifier aux hommes locaux de différents âges. Ensuite, un suspect vraiment intéressant est apparu, Dale Schultz. Il avait exactement ce groupe sanguin rare. Les connaissances de Tracy ont raconté que Dale lui avait accordé une attention particulière. Il s'est également avéré qu'ils s'étaient rencontrés dans un bar ce jour fatidique. De plus, des témoins ont remarqué Dale en train d'enlever des taches suspectes de sa veste. Cependant, aucune preuve convaincante n'a été trouvée contre lui. L'homme est resté dans le collimateur des forces de l'ordre, mais aucune accusation n'a été portée contre lui. Les enquêteurs ont continué à travailler avec les résidents de Port Washington et des villes environnantes, vérifiant toutes les pistes possibles. Mais cela n'a pas conduit à l'arrestation du coupable. Le temps passa. L'affaire sensationnelle de Tracy Hammerberg a progressivement cessé d'être le principal sujet de conversation parmi les habitants, et l'atmosphère d'inquiétude dans la société s'est lentement dissipée. Les jeunes filles ont recommencé à se promener insouciamment et sans escorte dans les rues. Malheureusement, cela a conduit à un nouvel incident tragique. Wendy Louise Smith était une adolescente difficile pour ses parents. Bien qu'elle aimait passer du temps dans la nature avec son père et allait souvent en randonnée avec lui, elle avait aussi de mauvaises habitudes qu'elle entretenait avec ses amis. Les parents s'étaient déjà habitués à son comportement, donc personne n'a été particulièrement surpris quand elle n'est pas rentrée à la maison le jeudi, alors qu'elle devait préparer le dîner pour la famille. Wendy n'est pas apparue non plus le vendredi, ce qui était également typique pour elle. Cependant, le samedi, les parents ont finalement contacté la police et signalé sa disparition.
Le 20 juillet, un samedi, un couple est revenu à Port Washington pour la célébration populaire du Fish Day de la région. Lors d'une promenade dans les environs, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel dans les buissons. Il s'est avéré que c'était une forme humaine immobile. Elle se trouvait dans une zone boisée que le shérif a décrite comme envahie de sumacs vénéneux et manifestement inadaptée au rendez-vous. Cela a conduit à la supposition que la personne avait peut-être été amenée ici après qu'il lui soit arrivé quelque chose de terrible et que l'incident réel avait eu lieu ailleurs. Les traces sur le lieu de la découverte indiquaient que la personne avait été victime d'un malfaiteur. Sur le corps de Wendy décédée, une marque de morsure distincte a été découverte, manifestement laissée par l'agresseur. Cet événement terrible s'est produit 1 an et demi après la tragédie de Tracy Hammerberg. Bientôt, il s'est avéré qu'il s'agissait de Wendy Smith, disparue 2 jours auparavant. Il est apparu que les filles étaient camarades de classe et amies, qui passaient de souvent du temps dans des cercles douteux où elles consommaient des substances interdites. Cependant, Wendy n'était jamais venue chez Tracy, car la mère de cette dernière, Judith, ne permettait pas d'amener des gens de ces cercles. Les enquêteurs ont immédiatement concentré leur attention sur l'indice principal, la marque de morsure. Ils ont méthodiquement collecté des échantillons dentaires d'hommes locaux et les ont examinés. 6 mois de travail minutieux n'ont pas été vains. Le 31 janvier 1986, Thomas Kirsch a été arrêté. On l'avait souvent vu faire du vélo à travers la ville. Beaucoup le décrivaient comme un solitaire étrange avec peu d'amis. Une femme a rapporté qu'il aimait venir à la piscine, vêtu d'épais vêtements en flanelle, et qu'il se contentait de regarder au loin, sans nager. Malgré sa réserve, Thomas avait une petite amie enceinte. Elle et sa mère avaient du mal à croire à l'implication de Thomas dans un incident aussi horrible, ce qu'elles ont exprimé aux journalistes. Néanmoins, le tribunal a jugé Thomas Kirsch coupable de l'incident avec Wendy Smith et il a reçu une peine de prison à vie. Malgré les circonstances différentes des incidents, les forces de l'ordre ont tenté de trouver un lien entre les cas des amis. Il s'est avéré que Thomas Kirsch connaissait non seulement Hammerberg, mais était également entré par effraction dans la maison où se trouvait Tracy avec une amie 6 mois avant l'incident. Lorsqu'elle a essayé d'appeler à l'aide, Kirsch l'en a empêché en endommageant le téléphone. Pour cette infraction, il a reçu 1 an de probation avec l'obligation de signaler son lieu de résidence. Robert Schmidt, l'agent de probation, a présenté des dossiers confirmant que Kirsch avait été contrôlé 2 fois à son domicile la nuit de l'incident avec Hammerberg, le 15 décembre 1984. Les enquêteurs ont dû accepter cela comme une justification suffisante. Le département de la justice de l'État du Wisconsin et la division d'analyse comportementale du FBI, qui a établi un profil psychologique de l'agresseur, ont rejoint l'enquête. Des centaines de témoins et de suspects potentiels ont été interrogés, mais sans résultat. Pendant des décennies, l'affaire est restée non résolue. Avec l'avènement de l'analyse ADN, celle-ci a été activement utilisée pour identifier l'agresseur. Jusqu'en 2019, plus de 400 analyses de profils ADN ont été effectuées, mais aucune correspondance n'a été trouvée dans les bases de données. La situation a changé avec l'introduction de nouvelles méthodes d'examen ADN. L'équipe de généalogie médico-légale du FBI à Los Angeles, qui avait précédemment aidé à résoudre l'affaire de l'ancien policier Joseph James D'Angelo, a pris en charge l'affaire Tracy Hammerberg. Les scientifiques ont créé un profil étendu de l'agresseur à partir du matériel biologique trouvé sur la scène du crime. Après un travail policier minutieux, ils ont réussi à localiser un parent éloigné du suspect. En octobre 2019, lors d'une conférence de presse spéciale, le nom du suspect a été révélé. Il s'agissait de Philip Cross. Au moment de l'incident, il travaillait chez Rexnard Plastics à Grafton, où Tracy a été retrouvée.
Le 15 décembre 1984, Cross avait un quart de travail tardif de 16 heures à minuit. Il vivait avec ses parents sur Green Bay Road, à Port Washington. On suppose qu'il aurait pu emprunter la même route que la jeune fille en rentrant du travail. À l'époque, Cross conduisait une Plymouth Fury de l'année 1972. Ce véhicule correspondait à la description d'une voiture vue par des chasseurs près du lieu du crime. Les enquêteurs ont découvert que Cross avait déjà une longue liste d'infractions. Il a été renvoyé de Port Washington High School en 1978 pour avoir fait une menace à la bombe et volé une voiture. Il a ensuite été envoyé à l'école Ethan Allen pour jeunes délinquants. Lors de l'interrogatoire sur le vol de voiture, Cross a admis qu'il faisait parfois des choses sans être conscient de ses actions. Dans le centre de redressement, son comportement n'a pas changé. Il s'est échappé 3 fois. Seulement 1 an après l'avoir terminé, Cross s'est retrouvé dans la prison du comté d'Ozaukee pour possession de drogue et d'autres délits. À cette époque, il coopérait avec les forces de l'ordre et fournissait des informations sur les trafiquants de drogue locaux. Quelque temps plus tard, Cross a attiré l'attention de la police lorsqu'il a endommagé un mur au Driftwood Motel lors d'une dispute avec sa petite amie. Bien que cet incident soit resté sans suite, il a été envoyé dans un établissement correctionnel du Wisconsin de février 83 à avril 84 pour falsification de documents. Ainsi, Cross a été libéré 8 mois avant l'incident avec Tracy. Sur son lieu de travail, il y avait des plaintes concernant des notes inappropriées à des collègues, un comportement négligent au travail et son tempérament explosif. Quand quelque chose allait mal, il pouvait jeter des objets de colère et endommager l'équipement. La plupart des employés essayaient de l'éviter, bien que certains le décrivaient comme une personne agréable et sympathique. En 1988, Cross s'est marié, a quitté Rexnard Plastics et a déménagé à Sheboygan, mais la vie tranquille n'a pas duré longtemps. 3 ans plus tard, il y a eu un incident désagréable avec une femme qui le ramenait d'une taverne. Lors de l'enquête, la victime a admis qu'elle était effrayée et surprise et ne comprenait pas ce qui avait provoqué Cross. De 1992 à 2004, la police a été appelée au moins 15 fois à l'adresse de Cross pour des signalements de disputes domestiques. Lors de ces incidents, l'homme insultait, montrait un comportement agressif, jetait des objets et endommageait des biens. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il buvait souvent et expérimentait avec des substances interdites. En août 2012, Philip Cross risquait une arrestation pour avoir menacé par téléphone le personnel médical qui l'empêchait de voir sa petite amie. Cependant, il n'est plus allé en prison. Le 21 août, il a été retrouvé sans vie dans une chambre du motel Diamond Inn à Milwaukee. La cause était une consommation excessive de substances interdites. Ricky Hammerberg, le frère de Tracy, se souvenait qu'il connaissait Cross depuis l'école. Il s'est avéré qu'ils prenaient le même bus et que Tracy le connaissait aussi. Ricky a raconté que Philippe aimait provoquer des bagarres dans le bus et intimider les autres. Beaucoup avaient peur de lui. En examinant le passé de Cross, les enquêteurs ont découvert qu'il fumait des Marlboro. Un paquet de ces cigarettes a été trouvé là où le malheur est arrivé à Tracy. Elle-même préférait les cigarettes mentholées. Judith Lubke, la mère de Tracy, a quitté ce monde en 2004. Elle avait 62 ans. Elle n'a jamais su qui avait fait du mal à sa fille. Le beau-père de la jeune fille, Robert Lubke, n'a pas non plus vécu pour voir ce jour. Il est parti en 2008 à l'âge de 67 ans. Lorsqu'elle a reçu un appel des forces de l'ordre avec des nouvelles, la sœur de Tracy, Lori Sells, qui vit au Nebraska, a déclaré qu'elle et son mari étaient très heureux que l'affaire soit enfin close.
Elle a remercié les enquêteurs de n'avoir jamais cessé de travailler sur cette affaire. Selon les informations disponibles, Thomas Kirsch est toujours en détention. Il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour l'incident avec Wendy Smith. En 2017, lorsque son père James Theodore Kirsch est décédé, Thomas était détenu dans l'établissement correctionnel d'Oshkosh. Sa mère, Ruth Anna, était décédée 2 ans auparavant. Jeffrey Taylor, le shérif adjoint du comté d'Ozaukee, a travaillé pendant des années sur l'enquête dans l'affaire Tracy Hammerberg. Il a continué son travail jusqu'à sa retraite en 2019, lorsqu'il a finalement réussi à établir l'identité du coupable. Celui dont les actions ont conduit à la tragédie a quitté ce monde en 2003. Cela s'est produit dans sa propre maison, entouré de sa famille. Il avait 58 ans.